Vous savez, le thème de cette soirée, c'est l'innovation au service du client. On va pas mal parler d'innovation ce soir. On a la chance d'accueillir parmi nos invités deux experts qui chacun vont parler d'innovation. Je vais inviter donc Pierre-Louis Després et Thierry Weloff à me rejoindre sur scène. Bon, Pierre-Louis, Thierry, un grand merci d'être présent avec nous ce soir. Pierre-Louis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te demander, avant de revenir tout à l'heure, de t'installer là-bas, près du bar. Voilà, tu as à boire. Je vais te rejoindre, j'arrive tout de suite. Je vais accueillir maintenant Pierre-Louis. Pierre-Louis Després, merci de venir avec moi. Juste dire un petit mot sur Pierre-Louis. Pierre-Louis, on le connaît bien à l'Argus. Et il connaît bien l'Argus. Pourquoi? Parce qu'il est le faiseur. C'est lui qui nous a créé un certain nombre de marques que vous connaissez, puisque c'est votre quotidien. Oramundi, c'est lui. Unomi, c'est lui. Lucky, c'est encore lui. Ouais. Et puis peut-être un jour d'autres choses. Voilà, donc il nous a apporté beaucoup, Pierre-Louis. Puis il a effectivement cette expertise autour des marques et puis autour de l'innovation. Je vais débriefer au fond ce que je vois chez des clients, qui sont vos clients, qui sont donc des entreprises pour lesquelles nous travaillons avec notre équipe Chaos, et je vais vous présenter au fond leur façon d'aborder l'innovation, comment elles innovent, ce qui sera peut-être une manière aussi de nous inspirer, même si vous faites énormément de choses et vous pratiquez beaucoup. D'abord, elles ont une attitude, et cette attitude, finalement, j'ai décidé de la formuler sous la forme de ce proverbe, qui est un magnifique proverbe indien. Et je trouve que par les temps qui courent, il pourrait nous inspirer beaucoup. C'est l'attitude qui dit « je m'intéresse davantage à ce qui doit pousser, à la croissance », donc dans tous les sens du terme, plutôt qu'aux problèmes et à ce qui s'effondre, à ce qui peut. Bien sûr, il vaut mieux être du côté de la forêt qui pousse que du côté des arbres qui vont tomber. Sachant que des arbres qui tombent, il y en a tous les jours, mais la forêt qui pousse, on ne l'entend pas, mais on la voit une fois qu'elle a poussé. Et en fait, cette métaphore est très très intéressante. Toutes les entreprises que vous connaissez et qui innovent sont des entreprises qui s'intéressent à leur forêt. En dépit du contexte, en dépit des gens qui vous freinent et qui vous disent « mais non, c'est pas possible, on n'aura pas le budget, c'est pas notre métier, on sait pas faire », elles n'entendent pas cela et elles avancent, elles poussent, elles croissent. Donc ça explique 350 ans de transformation chez Saint-Gobain, ou ça explique inversement des ruptures phénoménales sur les leaders mondiaux qui sont sortis du paysage. On pourrait parler de la Paname, on pourrait parler d'autres entreprises qui ont tenu le leadership pendant très longtemps et qui, à un moment donné, ne se sont pas occupés de faire pousser, je dirais, leur forêt. Alors la forêt, la voilà, c'est illisible et c'est volontaire, c'est comme une forêt. Juste à gauche, vous avez ce qui se passait en 1850, au début du 19e siècle, les grandes inventions qui ont été pensées par des individus. Et vers la droite, vous avez même 2050 avec des projections, et vous voyez juste une seule chose, je dirais l'excroissance, c'est exponentielle, cette fameuse croissance des innovations et des inventions. Et donc, Laurence Darramon disait tout à l'heure, mon père et mon grand-père, elle a bien raison, parce que si on se place à la fin du 19e siècle, l'époque où ils ont commencé à voir le jour, leur environnement, le système dans lequel ils vivaient, il est vers la gauche. Donc en fait, c'était un système où un homme, une femme, un homme pouvait presque, je ne dirais pas maîtriser, néanmoins pouvait avoir une vision qui comprenait l'environnement. Aujourd'hui, quand vous êtes vers la droite de cette flèche, vous avez l'impression d'être perdu. L'infobésité, excellent terme, que je me permettrai non pas de te piquer, mais je te citerai, parce que effectivement, on est un peu devenu obèse de ces data autour de nous, et pourtant c'est ainsi. Et alors ce qui va se passer, c'est que certains de ces acteurs qui sont à droite, des myriades en fait, vont s'associer, vont réussir à coopérer, et vont devenir non plus des points sur la carte, mais demain, des petits îlots, voire des continents. Je donne un exemple. En 2014, 5000 startups dans la santé numérique, qu'on appelle l'e-santé, sont nées. On les a dénombrées. 5000, c'est énorme. Certainement, plus de 95% d'entre elles disparaîtront. La loi de l'économie de Schumpeter, il y a plus d'un siècle. Néanmoins, dans les 5% qui resteront, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils auront osé, ils n'avaient pas le métier qu'ils ont proposé à leurs clients, ils ont proposé une valeur et surtout, ils se sont accrochés.
comme celui qui rentre dans le tube, là, dans la vague, et qui n'a qu'une seule obsession, c'est de sortir de la vague et de ne pas être englouti dans les tonneaux. Donc cette attitude, elle est fondatrice. Et dans un environnement où l'info autour de nous est souvent extrêmement pessimiste et négatif, à un moment donné, il faut fermer les écoutilles et être centré sur la forêt qui pousse. Parce que c'est vous qui la faites pousser, c'est nous qui la faisons pousser, c'est pas elle qui pousse toute seule. Et ceux qui sont là, y ont cru. Voilà, ça c'est la philosophie de fond de ces grandes entreprises qui innovent. Alors, elles innovent sur plein de leviers, et je vais les balayer très rapidement. Leur première obsession quotidienne, c'est de chercher du progrès là où les clients sont insatisfaits. C'est-à-dire qu'elles passent leur temps à lister les insatisfactions, à ne pas se voiler la face et à chercher des solutions. Alors, un exemple extrêmement simple, qui a déjà plus d'une dizaine d'années, Perrier. Si vous aimez boire du Perrier, c'était très bien, sauf que le Perrier, le soda que vous connaissez, normalement, vous ne le buvez pas pendant votre déjeuner, parce que ça produit des effets indésirables. Ou pendant le dîner non plus. Vous le buvez entre les repas. Qu'est-ce qui vous échappe? Tout le marché du déjeuner, de l'eau gazeuse du déjeuner, ou de l'eau gazeuse du dîner, par exemple. Face à vous, vous avez Padois, le leader incontesté. Perrier décide de toucher à ce qu'on appelle son ADN. Je suis en rupture avec ceux qui pensent que l'ADN est figé. L'ADN, quand on écoute les grands scientifiques, les médecins vous disent qu'elle est à peu près programmée à 15% et que les 85 autres pourcents passent leur temps à se recomposer. Cet ADN-là me convient bien. Donc Perrier, ça n'est pas que du soda, c'est de l'eau de table. Réponse de Badois, Badois rouge, c'est-à-dire tu viens chez moi, je viens chez toi. Cette innovation de progrès, c'est une espèce de bataille de chiens. C'est un combat et il faut y aller en réalité. Sinon, les concurrents vont se battre là-dessus. Alors pourquoi on se bat dans cette première phase? Parce que les clients vous donnent leur insatisfaction de façon récurrente. J'allais dire, il suffit d'écouter. Et puis, face à cette innovation de progrès, vous avez les gens qui créent la rupture, qui ne regardent pas la concurrence, qui regardent une chose avec obsession, les besoins cachés des clients. Comment font-ils? Ils ne les font surtout pas parler. Personne n'est allé voir, là c'est Château d'Eau, mais énormément, c'est Culligan, en fait, qui est surtout à l'origine de cette offre que vous connaissez, la Ringondo, dans le marché B2B, alors qu'à gauche, c'est le marché B2C, avec un abonnement et non pas un achat à la bonbonne, et un service, quelqu'un qui vous livre, qui vous met la machine et qui vient la réparer quand elle tombe en panne. Et un autre bénéfice pour le client, vous pouvez avoir de l'eau à température ambiante, de l'eau rafraîchie ou de l'eau chaude si vous voulez boire un thé ou un café lyophilisé. Donc, les innovations de rupture dans ces entreprises, ce sont des entreprises qui passent leur temps à se dire quel est le besoin à côté duquel nous passons chez nos clients et qu'ils n'ont même pas en tête, mais qui, s'il était satisfait, leur apporterait un énorme bénéfice. Donc, c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Sur l'innovation de progrès, c'est pas compliqué, c'est sur un marché existant. L'innovation de rupture, c'est plus compliqué. Ça consiste à changer les règles. Il faut une marque, il faut surtout une offre, c'est-à-dire une idée forte. À droite, vous avez une idée. C'est ça, au fond, le mot-clé à retenir de l'innovation. Qu'est-ce qu'une innovation? C'est d'abord une idée pour des clients. Le monde s'est complexifié. C'est deux grands actes de rupture, d'innovation, progrès et rupture, qui ont perduré et qui se sont accélérés sur les 20 dernières années, aujourd'hui est perturbé par un troisième volet, une troisième manière d'aller chercher de l'innovation, ce qui est très intéressant parce que ça peut nous donner des idées. Alors, c'est qui? C'est des gens qui disent par exemple, vous avez des voitures Ford, vous avez des voitures Toyota, vous avez des voitures Volkswagen, vous avez des voitures Peugeot, vous avez des DS, vous avez des Citroën, etc., etc. Mais nous, born different, nous sommes nés différents. Nous pensons que la voiture qui vous fait rêver, c'est un seul modèle unique, c'est la voiture que vous êtes prêt à imaginer, vous ne savez pas la fabriquer, vous n'êtes pas ingénieur, mais c'est votre passion. L'imprimante 3D qui arrive, qui est sur les marchés depuis quelques années, et qui sans aucun doute va être une révolution technologique immense, arrive dans ces univers-là et est en train de recomposer une industrie. C'est très modeste dans un premier temps, on ne voit pas Ford vous dire fabriquez votre voiture tout seul,
mais dans 20 ans ou dans 30 ans, il est possible qu'une part du chiffre d'affaires de ces monstres mondiaux soit composée par des gens comme vous qui êtes capables de créer votre produit à partir de ce que vous savez, de votre imagination et de vos désirs. On mettra à votre disposition des outils et surtout, je rebondis sur ce qu'a dit Thierry, on mettra à votre disposition un réseau, c'est-à-dire des gens que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent vous aider à calculer, par exemple, je ne sais pas, l'énergie cinétique de la voiture que vous êtes en train d'imaginer. Cette entreprise s'appelle Local Motors, elle est située en Arizona, il n'y en a qu'une au monde, c'est ça qu'il faut regarder. Je ne pense pas que dans les 10 ans qui viennent, il y aura 1000 factories de ce type dans le monde, je ne crois pas. En revanche, cette idée d'un client capable de créer avec un industriel son innovation pour lui, cette idée-là sera repiquée et ira dans d'autres domaines, dans d'autres univers. Il faut savoir que pour regarder l'innovation et pour voir la forêt qui pousse, il faut arrêter d'être dans l'esprit critique français qui dit « ça ne marche pas et de toute façon, ils en ont fait 10 dans une année ». Quand on regarde l'innovation, on regarde quoi? L'idée forte qui est derrière. Et c'est ça qu'il faut aller capturer pour la ruse de la presse. C'est la capture au lasso de ces gens qui cherchent, en le transposant à vos métiers, à vos nouvelles offres, le data et tout ce que Didier va nous expliquer tout à l'heure. Les leviers qu'elles utilisent sont connus. Je vais juste les passer rapidement dans le temps qu'on va gentiment en faire. Le premier levier sur lequel on pense en priorité, c'est le produit. Maintenant, produit entouré de services, on appelle ça l'offre. Le temps où on avait d'un côté le produit et de l'autre côté le service est révolu. Bien sûr, on est dans l'offre. J'ai un de mes clients que vous connaissez peut-être, parce que vous avez été dentiste comme moi parfois, et donc c'est le leader mondial, c'est celui qui vous endort les gencives, donc il fait des anesthésies pour les gencives. Il s'appelle Septodon, magnifique PME, qui se trouve pas très très loin de Paris, 200 collaborateurs, excellente marge nette, tout va bien. Leur capacité sur 60 ans d'ancienneté, ça a été tout simplement de s'adapter, devinez à quoi? À la main du chirurgien dentiste. L'idée, c'est pas juste de trouver des produits pour ses clients, c'est de se dire, c'est qui mon client? Ben, c'est une main. Parce que quand vous avez un chirurgien dentiste autour de vous, avec ses deux mains, il y en a une qui est occupée à vous tenir la joue, etc. Et d'une main, il doit manipuler, manœuvrer, en essayant de ne pas vous faire mal, il doit manœuvrer le pansement, manœuvrer pour fourrer, manœuvrer pour vous soigner, etc. Donc, tous les produits qu'ils ont imaginés sont des produits pensés pour une main. C'est l'empathie dont tu as parlé. L'empathie, ça consiste, pour innover et créer, à descendre de la manière la plus précise possible chez vos clients. Le terme client est un terme qui ne veut rien dire. C'est quoi chez le client? En l'occurrence, la main de mon chirurgien dentiste. Donc cette société est leader mondial. En 1950, le patron va aux États-Unis, doit se faire soigner dans l'urgence. Il n'y a pas d'anesthésiste de bon niveau, il n'y a pas de produit anesthésiant de bon niveau. Il a dit, je serai un jour leader aux États-Unis, et tenez-vous bien, aujourd'hui, c'est plus de 90% de part de marché aux États-Unis. Donc une véritable levée. Le deuxième levée que les entreprises vont chercher pour innover, c'est de trouver d'autres segments clients. Vous savez, beaucoup ont critiqué, ont ri de certaines compagnies d'aviation qui sont très connues. Et là, vous avez une compagnie d'aviation, une compagnie aérienne qui est devenue numéro 2 en Europe, et qui s'est dit, eh bien, je ne vais pas juste chercher dans mes clients ceux qui ont envie de voyager pour leurs vacances, je vais aller chercher les hommes d'affaires, les gens qui sont dans le business, les gens qui sont dans les entreprises, parce que les entreprises font la chasse au cou partout. Et donc EasyJet, puisque c'est d'EasyJet qu'il s'agit, sert dans un segment des gens d'affaires. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de temps à perdre, qui sont là pour aller faire un job, qui sont là pour aller travailler, et ils leur proposent des services. Entrer par exemple le premier dans l'avion, choisir son siège devant quand on a envie d'être déjà installé, et puis vous connaissez tout le reste d'EasyJet. Cette société qui a une rotation de ses actifs extrêmement intéressante au plan financier, s'est surtout dit quels sont les nouveaux clients que je pourrais aller capter en adaptant mon offre. Et donc, c'est une autre façon d'aller faire leur vente. C'est pas du tout pareil de s'adresser à des entreprises qu'à des particuliers. C'est un marketing différent. C'est un modèle économique différent. Donc, c'est toujours des avions, mais en l'occurrence, ils servent deux types de clientèle qui n'ont pas les mêmes offres. Le troisième levier, c'est la distribution. Alors, voici un mourant.
Mourant, qui vient de battre des records de résultats nets impressionnants au niveau d'Hermès, en l'occurrence près de 23-25% de résultats nets légaux, et qui s'est dit, on croit que je suis mort, je vais renaître de mes cendres. Ils sont renés de leurs cendres en école, comme on dit fait, ils sont allés là où sont leurs clients c'est les enfants, 8, 10, 12 ans, où sont-ils? Sur YouTube. Et donc, ils se sont implantés dans ce secteur, je dirais, dans ce circuit de distribution, en demandant aux enfants de filmer leur réalisation. Ça a fait un buzz incroyable, ça a monté dans la réputation. Et surtout, ils ont demandé à des chercheurs du MIT, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on croisait une brique plastique avec le numérique. Et donc, vous avez des robots, et vous pouvez acheter un robot Lego que vous programmez. Vous avez 10 ans, et vous apprenez à programmer votre robot. Donc, en fait, l'adaptation de l'offre dans un nouveau circuit de distribution, c'est là qu'est le grand talent de Lego, qu'on faisait passer pour mort il y a 10 ans. Il faut bien s'en souvenir. Quatrième levier, l'effet marque. Alors j'ai choisi un effet marque dans un univers qui n'est évidemment pas celui du parfum, ni celui des produits extraordinairement émotionnels, mais celui des produits hyper fonctionnels que j'ai au-dessus de ma tête, mais il est dans mon bureau, c'est Placo, les plaques de plâtre. Je ne connais pas beaucoup de familles dans lesquelles les enfants veulent devenir plâtriers, mais grâce à Placo, la plaque de plâtre a permis de devenir une marque et une référence. Donc on n'achète plus une plaque de plâtre, on achète du Placo. Ils ont une marque qui s'appelle le BA13, Boramati 13 mm, vous voyez, c'est pas très poétique, mais pour les clients, ça parle. Vous avez BA13, BA15 et BA11. Donc tous ceux qui vous disent que la marque, c'est uniquement dans les univers émotionnels, n'ont pas compris ce qu'est une marque. Une marque, c'est rassurer un client, qu'il soit en B2B ou en B2C. L'Argus de la presse travaille en B2B. Vous êtes une marque, vous avez un effet marque, travaillons-le. Développons-le, c'est un véritable actif pour vos clients. Quatrième levier est plus simple, la production, c'est-à-dire comment j'améliore les processus. Ça, c'est l'usine Toyota de Valenciennes. Quand vous gagnez 1 centième, 2 centièmes, 1 centimètre, 1 seconde, 1 minute, 10 minutes, 1 heure par jour, multiplié par X jours par an, vous avez créé un time to market, c'est-à-dire une capacité à mettre une offre sur le marché plus rapide que celle de vos concurrents, et vous servez mieux et plus vite vos clients. Donc, une voiture ne s'attend plus 3 ans et demi comme autrefois, mais le time, le process qui arrive, va beaucoup plus vite, et entre le moment où l'idée est produite et la voiture est vendue dans une concession, le temps est rapide. Quatrième levier, évidemment, introduire une technologie. On parle beaucoup, par exemple, de ces succès comme BlaBlaCar, Airbnb et les autres. Vous enlevez l'Internet, hein, pas le web, vous enlevez l'Internet, ces sociétés-là n'existent pas. Vous enlevez l'Internet pour Uber, la société n'existe pas. Ce sont des sociétés qui rendent un service, je dirais, des milliers d'années, trouver un logement, trouver une voiture pour se déplacer, trouver un vélo d'occasion, mais qui le rendent avec une technologie totalement nouvelle et surtout des clients qui font le job pour vous. Parce que derrière cette notion de technologie Internet, vous avez surtout des clients qui commencent à faire le job avec vous. Donc beaucoup de nos clients se disent comment faire le travail par nos clients entre eux grâce à cette technologie à laquelle ils prennent du plaisir. Le sixième, c'est les RH. Bon, on a parlé ce matin des résultats faramineux, ou hier, je ne sais plus, faramineux d'Apple, dont on disait pique-pendre à cause de Tim Cook. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques mois. Et bien, donc, là, ils ont effacé et inscrit un nouveau record sur les ventes trimestrielles, avec un talent assez exceptionnel, c'est qu'ils ont décruté le PDG d'Yves Saint-Laurent pour le rendre patron d'une des business units. Et quand on est Apple et qu'on va chercher Paul Denel, qui est l'ex-d'Yves Saint-Laurent, vous avez compris la fin de l'histoire, c'est qu'on veut vendre du luxe mondial avec une très forte valeur ajoutée. Donc la question des compétences est au cœur de l'innovation. Il faut aller chercher les compétences dont on a besoin en complément. Voilà le message d'Apple. La stratégie d'Amazon, et j'ai terminé avec les deux derniers leviers, la stratégie d'Amazon est assez exceptionnelle. C'est le seul distributeur au monde qui vous vend quoi? Des produits nouveaux, des produits anciens et des produits venant des concurrents. Donc le livre que vous achetez, vous pouvez l'acheter directement sur Amazon lui-même, ou bien sur un autre distributeur qui est dans la marketplace, ou encore celui que moi je revends. Ça veut dire quoi? Que le client a 3 choix, alors que quand je vais chez d'autres, j'ai un choix, du neuf et du neuf. Cette capacité d'empathie d'Amazon doit tous et toutes nous inspirer. Comment servir le client en fonction de son pouvoir d'achat? Le dernier levier, c'est celui sur lequel, je dirais, 99% de nos clients aujourd'hui cherchent, je termine avec celui-là,
c'est le fameux modèle économique. C'est-à-dire, comment je fabrique mes revenus de demain. Ça n'est plus quel nouveau produit, quel nouveau service, quelle nouvelle offre, mais quels sont mes revenus dans 5 ans. L'affaire Michelin est une affaire absolument exceptionnelle. Michelin vous vend des pneus pour vos voitures, donc à l'unité, moins cher si vous en achetez 2, encore moins cher si vous en achetez 4. Il passe des partenariats avec les monteurs de pneus, les chaînes que vous connaissez, les Midas et les autres. Mais pour une partie de la clientèle, ils se disent, ce n'est pas des pneus à l'unité qu'ils vous vendent, ce sont des kilomètres. Donc Michelin Solutions, c'est quoi? C'est vous êtes transporteur, vous avez 100 camionnettes, 50 camionnettes, ou 25 camions, ou 250 camions. Votre besoin, ce n'est pas d'acheter des pneus quand ils sont usés, c'est d'avoir un amortissement au niveau et une facilité de trésorerie et d'avoir une gestion mensuelle de l'équipement pneumatique de vos camions. Donc à vous, je vous vends quoi? Du kilomètre. Et comme je vous vends du kilomètre et non plus des pneus, donc je me débrouille pour vous les changer quand il le faut, j'ai des informations, des datas, je les suis, et comme j'ai ces datas, je sais plein de choses sur vos objets, sur vos camions qui roulent. Je sais aussi la consommation, je peux vous aider à consommer moins. Je sais aussi quel est le meilleur type de pneu, je peux vous aider dans le choix de l'offre, etc., etc. Voici un modèle économique alternatif et complémentaire qui ne remet pas en cause le modèle économique fondamental de vente des pneus à l'unité, mais qui dit tous les clients ne sont pas égaux et certains ont un besoin plus important que d'autres. C'est ce besoin-là que je dois adresser. Pour finir, vous avez 4 règles du jeu qui sont utilisées. C'est l'imagination. Ce qu'Einstein disait en disant l'imagination, c'est ce qui permet d'englober le monde. Elle est bien plus importante que la connaissance. Et donc les 4 règles du jeu qui sont utilisées, ce sera ma dernière diapo, elles sont extrêmement simples. On peut les résumer sous la forme de CQFD, parce que je cherchais un jour un procédé mnémotechnique pour s'en souvenir, je n'ai pas trouvé mieux, excusez-moi, ça doit être le souvenir de l'école. Le C, ça veut dire pas de critique, pas de critique. On pourrait critiquer Septodon, on pourrait critiquer plaque aux plates, alors qu'il n'y avait que des sacs de plate de 50 kg avant, de se lancer dans l'aventure des plaques de plate. On ne sait pas où est le pot de miel, et on ne sait pas ce que ça deviendra. Le Q pour quantité, beaucoup d'idées et non pas peu d'idées. Ça, c'est ce que j'ai appris chez ces grands clients. Ils ont un talent à phosphorer en brainstorming et à produire beaucoup d'idées. Alors que la plupart du temps, qu'est-ce que nous cherchons? La bonne idée. La 3e règle du jeu, le F, c'est farfelu. En fait, Airbnb, c'est extrêmement farfelu. Vous avez un sofa chez vous, un canapé ou une chambre un peu qui est inoccupée, vous dites que je pourrais la louer. C'est très farfelu. Ça a juste fait 12 millions de nuitées en 2014. À San Francisco, il y a plus de chambres chez l'habitant qu'il n'y a de capacité hôtelière. C'est vrai dans la plupart des grandes villes déjà. À New York, pareil. Donc en fait, vous voyez, c'est très farfelu. Et enfin, D, c'est développer les idées des autres. Tous ces exemples que j'ai pris, on pourra en prendre 1000 autres, doivent nous inspirer. D'abord, ils nous donnent l'énergie et l'optimisme dont on a parlé. Premier point. Deuxième point, ils nous apportent la source absolument déterminante pour pouvoir innover, des idées. Il faut se dire, mais si Michelin cherche à son niveau, alors qu'il est leader mondial que des pneus de voitures, vu ce qui s'achète en Chine et au Brésil en nombre de voitures, mais c'est bon, quoi, leur business est assuré, pas du tout. Ces gens continuent de chercher, donc en fait, c'est terriblement inspirant. Voilà, la dernière slide, c'est la course des tortues, c'est la course à la mer. Tout le monde n'ira pas, mais il faut chercher. Merci beaucoup Pierre-Louis. Thierry, je vais aussi te demander, rejoignez-moi peut-être ici, on va vous applaudir encore une fois, vous remercier pour votre expertise. Et puis, évidemment, se dire que pour l'Argus, il y a un certain nombre de challenges. On a pas mal parlé d'innovation dans ce qui a été dit, aussi bien sur le marché des RP, de la communication, mais aussi dans l'absolu sur l'innovation en général et ce que doivent faire les entreprises, les organisations pour perdurer et se développer. J'ai bien retenu cette histoire de forêt qui pousse. J'ai dans les 9 leviers repéré pas mal de choses qui concernent l'Argus, donc c'est bien de savoir que finalement l'Argus n'active pas qu'un seul levier, mais il y en a plusieurs.